Bonjour, je m'appelle Golda Gomez, je suis actuellement doctorante en troisième année au sein du laboratoire ICUBE à Strasbourg et parallèlement je suis donc neuropsychologue au Centre mémoire de ressources et de recherche également à Strasbourg. Je suis donc rattachée à l'équipe d'imagerie multimodale intégrative en santé et je travaille actuellement sur un essai thérapeutique qui s'intéresse à la maladie à corps de Lévy. L'essai thérapeutique qu'on mène, il a en fait un double objectif, une double visée, on pourrait dire, parce qu'il s'inscrit à la fois en recherche clinique, mais aussi dans la recherche fondamentale. En fait, il s'agit donc d'un essai thérapeutique dans lequel on évalue la pertinence d'une technique de stimulation transcrânienne qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Et on souhaite donc évaluer la pertinence afin d'en observer les effets principalement sur les fluctuations cognitives. En fait, les fluctuations cognitives dans la maladie à corps de Lévy sont donc un symptôme central et très envahissant, tant pour le patient même que pour les aidants. Et principalement, ces fluctuations cognitives dans la maladie à corps de Lévy s'expriment sous forme de variations de l'état attentionnel au cours du temps, qui peuvent donc durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, mais parfois aussi plus longtemps, donc quelques jours, voire plus. Donc nous, on a émis l'hypothèse que ces fluctuations cognitives, elles seraient causées par, en fait, des anomalies qui s'installent très précocement au niveau du cortex insulaire. En fait, dans des études précédentes qu'on a menées au sein de notre équipe notamment, on a mis en évidence que dès le stade prodromal, donc dès le début de la maladie, on aurait un dysfonctionnement du cortex insulaire sous forme, en fait, d'une part, ce qu'on appelle une hypoperfusion, c'est-à-dire une réduction de la perfusion sanguine de cette région et d'une réduction de la matière grise, c'est-à-dire une perte des tissus au sein de ce cortex insulaire. Et en fait, cette région, le cortex insulaire, est une région qui intervient notamment dans la régulation et la stabilisation des systèmes d'éveil. Et il a aussi un rôle dans la régulation des états attentionnels. On émet donc l'hypothèse que ce serait cette atteinte précoce de l'insula qui causerait dans la maladie à corps de Lévy l'apparition des fluctuations cognitives. Et donc voilà, parce que cette région ne fonctionne plus correctement, notre hypothèse est qu'elle va entraîner les fluctuations cognitives au niveau clinique. Et donc, on a mis en place cet essai thérapeutique pour lequel on prévoit l'inclusion de 40 patients malades à corps de Lévy avec des fluctuations cognitives significatives. Et l'idée est donc de proposer cette étude interventionnelle où on va moduler l'activité du cortex insulaire, plus précisément l'augmenter, afin de, en quelque sorte, stabiliser, normaliser l'activité de cette région-là et d'en observer les effets sur les fluctuations cognitives. Donc, la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, c'est en fait une technique de neuromodulation non invasive et non douloureuse, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'opération, d'implanter des électrodes, et ça ne fait pas mal. Et c'est une technique qui permet en fait de moduler l'activité d'un groupe de neurones dans une région cérébrale cible. Ce qui est vraiment avantageux avec ces techniques, c'est qu'elles comportent très peu de risques par rapport aux bénéfices. Et il existe en fait de nombreux protocoles de stimulation. Nous, dans notre étude, on utilise ce qu'on appelle un protocole excitateur qui vise en fait à augmenter l'activité neuronale. Et alors, lorsqu'on parle de stimulation magnétique transcrânienne répétitive, ça fait référence à la répétition des mêmes stimulations sur la même région cérébrale, selon les mêmes paramètres, qui va en fait induire des conséquences fonctionnelles et qui peut donc, en fonction des symptômes et en fonction de la région, induire des effets thérapeutiques. Alors, une particularité dans notre étude, c'est qu'on propose une stimulation personnalisée. C'est-à-dire qu'on va aller regarder pour chaque patient ces images d'IRM individuelles avant toute stimulation et on va regarder au sein du cortex insulaire précisément à quel endroit, alors ça peut être plusieurs points, se situent ces anomalies à lui et donc dans la mesure du possible, on va programmer à partir d'un système de neuronavigation qu'on voit donc par exemple sur l'image à droite en haut. On va donc programmer plusieurs cibles qu'on va stimuler donc individualiser pour chaque patient.
Une autre particularité est qu'on utilise ce robot qu'on voit sur l'image. Alors, habituellement, la stimulation se passe pas comme ça. Normalement, dans d'autres centres, c'est un opérateur qui va placer manuellement la bobine de stimulation, donc au-dessus de la région qu'on souhaite stimuler. Mais nous, on a donc l'avantage d'utiliser un robot qui place automatiquement la bobine et qui permet donc d'être très précis et d'ajuster en temps réel l'emplacement de la bobine. Enfin, du coup, dans notre protocole, on a créé 2 conditions expérimentales. D'une part, on va stimuler donc le cortex insulaire de manière personnalisée, et d'autre part, on va stimuler des régions plutôt occipitales. Alors, en termes de déroulement des visites du protocole, le protocole, il compte au total 31 visites qui sont réparties sur 4 mois et demi. Et alors, on prévoit au total l'inclusion d'une quarantaine, 30 à 40 patients dans l'essai. En fait, dans un premier temps, les patients, on les recrute donc au Centre mémoire de Strasbourg et ils vont être randomisés dans un de 2 groupes. On a créé donc 2 groupes, le groupe A et le groupe B. Et concrètement, avant toute stimulation, tous les patients vont passer les mêmes mesures sous forme alors d'évaluation de mesures cliniques, donc des examens avec les médecins investigateurs, mais aussi certains tests neuropsychologiques. Tous les patients vont passer une EEG avant toute stimulation, ainsi que 2 IRM. Ça représente donc nos mesures de ligne de base. Ensuite, on a une toute première phase de stimulation de RTMS qui va en fait consister en 10 visites. Concrètement, les patients ils vont venir tous les matins du lundi au vendredi pendant 2 semaines et ils vont bénéficier de 2 sessions de stimulation. Une session de stimulation dure 15 minutes et on a une heure de repos de monitoring entre les 2 stimulations. Après cette première phase de stimulation où en fait les patients vont bénéficier soit de la condition cible où on stimule donc le cortex insulaire, soit de la condition contrôle où on stimule le cortex occipital, ils vont avoir exactement les mêmes évaluations qu'avant la stimulation pour comparer. Et puis après, on change. C'est-à-dire que les patients qui ont bénéficié d'abord de la stimulation insulaire vont maintenant bénéficier après 6 semaines de la stimulation occipitale et inversement. Et enfin, on termine par exactement les mêmes mesures cliniques, EEG et IRM cérébral comme auparavant. Donc, à ce jour, on a inclus 7 patients pour lesquels on est en train d'analyser les premiers résultats. Et alors, tant au niveau du comportemental qu'au niveau de l'imagerie, alors ce sont que des résultats préliminaires, donc évidemment qu'il faut inclure plus de patients pour pouvoir avoir des résultats significatifs et pouvoir donc généraliser ce qu'on a mesuré. Mais par exemple, ce qu'on peut déjà dire pour l'instant, c'est que effectivement, on a retrouvé le biomarqueur, c'est-à-dire en fait la moindre perfusion insulaire pour tous les patients. Et pour les autres données, on est donc en train de regarder notamment les données obtenues par les enregistrements par électroencéphalogramme. Et effectivement, on voit déjà qu'il y a des changements avant et après en fonction des différentes conditions de stimulation. On est aussi en train d'analyser en détail les premières données concernant un test comportemental, en fait un test attentionnel qui reflète assez bien les fluctuations cognitives et pareil, il semblerait que les résultats vont dans le sens de notre hypothèse. Et alors l'essai est prévu pour jusqu'en été 2024. Et alors, tel évoqué dans une autre partie, le but est d'inclure 30 à 40 patients. Alors, au niveau des perspectives générées par le projet, déjà au niveau individuel, donc pour les patients mêmes, il va de soi que si on arrive à améliorer les fluctuations cognitives, ça améliorerait aussi la qualité de vie des patients et évidemment de leur entourage, notamment leur principal aidant. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les fluctuations cognitives, elles ne touchent pas exclusivement la sphère cognitive, mais aussi souvent, elles vont s'exprimer à d'autres niveaux, comme par exemple des fluctuations au niveau de l'humeur, des hallucinations ou même des symptômes moteurs. Et en fait, il n'est pas exclu qu'on puisse observer une amélioration de ces paramètres-là par la stimulation aussi.
Ce qui est un risque, ou plutôt ce qui est possible, c'est que ça marche, c'est-à-dire qu'on améliore les fluctuations cognitives, mais que ça dure pas dans le temps. Et pour cela, alors si la RTMS s'avère efficace pour améliorer les fluctuations cognitives, on propose en fait déjà à tout patient qui le souhaite, et après avoir évalué tous les dossiers évidemment, mais on propose aux patients de continuer la stimulation, c'est-à-dire qu'on leur propose ce qu'on appelle un protocole de maintenance, où on cherche en fait à maintenir les effets qu'on a induits par la RTMS. Et alors, en termes de perspective, d'un point de vue un peu plus scientifique, on peut dire que, en fait, cette étude, même si les effets de la RTMS ne devaient pas être assez forts pour s'exprimer cliniquement à une échelle du groupe, ou s'ils ne devaient pas durer dans le temps, dans tous les cas, en fait, l'étude, elle va permettre de contribuer aux connaissances actuelles, parce que donc on a un peu cette double visée où on cherche aussi à valider ce biomarqueur insulaire dans la maladie à corps de Lévis, qui concrètement veut dire en fait, si on arrive déjà à valider ce biomarqueur-là, ça ouvrirait la voie à d'autres études, que ce soit sur la RTMS ou le développement d'un médicament, ou voilà d'autres études consécutives. Donc en résumé, qu'on arrive à démontrer qu'il y ait des effets qui se manifestent au niveau clinique, ou juste à valider le biomarqueur, dans tous les cas, ça apporterait des connaissances supplémentaires sur la maladie à corps de Lévis.